Vous en écoutez tous les jours, la bande-son de cette vidéo a été codée avec, et le tout a été développé par un étudiant allemand il y a une trentaine d'années. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du MP3. De nos jours, tout le monde utilise des MP3. Et pourtant, savez-vous comment fonctionne ce format de fichier? Aujourd'hui, on va voir l'histoire de sa création, comment il fonctionne en détail, et quelques-unes des nombreuses alternatives qui existent. Notre histoire commence au début des années 80, alors que les CD commençaient seulement à faire leur apparition. Avec leur contenu non compressé, ils réussissaient l'exploit de stocker 1h30 de musique sur une galette de plastique de seulement 8 cm. Parallèlement à ça, les premiers disques durs commençaient seulement à être disponibles au grand public, avec des capacités assez dérisoires par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Bref, si on voulait avoir une bibliothèque musicale décente, il fallait compresser. Sauf que vous vous en doutez, compresser de la musique, c'est comme compresser une image. On peut le faire, mais ça va se faire au détriment de la qualité. C'est là qu'arrive un chercheur en électronique allemand du nom de Dieter Zeitzer, qui a une idée pour diminuer drastiquement la taille des fichiers audio tout en conservant une bonne qualité. Pour mettre en pratique son idée, il cherche alors un étudiant en thèse. Ce thésard, c'est Karlheinz Brandenburg. Celui-ci s'intéresse depuis quelques temps à la problématique de la compression audio et est au courant des dernières avancées dans le domaine. Comme la plupart des autres scientifiques de sa communauté, Brandenburg se dit que l'idée de son directeur de thèse est sans doute bonne, mais irréalisable. Malgré tout, il se lance dans ce sujet de thèse en se disant qu'il va rapidement prouver que l'idée de Zeitzer est irréalisable et pouvoir ensuite s'intéresser à d'autres questions par la suite. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'idée de son directeur de thèse était excellente, si bien qu'il passerait pratiquement tout le reste de sa vie à la développer. Rentrons maintenant un peu plus dans la partie technique. L'idée de base de Zeitzer consiste à utiliser les imperfections de l'oreille humaine pour réaliser une compression qui ne va supprimer que les bruits que l'oreille ne peut pas entendre. Pour bien comprendre, rien de mieux qu'une analogie. Vous avez sans doute déjà vu ce genre d'illusion d'optique où l'on a l'impression qu'une image bouge alors que l'on sait pertinemment qu'elle ne bouge pas. Cette illusion se produit non pas au niveau des yeux, mais au niveau du cerveau. Eh bien, pour les sons, c'est pareil. Et ça, c'est le rôle d'une branche de la physique spéciale, c'est la psychoacoustique. Allez, petit exemple d'effet psychoacoustique, l'effet de masque. Plutôt que de longs discours, je vais vous montrer par l'expérience ce que c'est. Pour cela, je vais vous demander deux choses. La première, c'est de ne pas toucher au volume de la vidéo, laissez-le tel quel. La seconde, c'est d'être bien attentif à ce que vous allez écouter. Allez, c'est parti. Normalement, vous avez dû entendre dans un premier temps les petits oiseaux, puis ensuite le camion. Pendant que le camion passait, je parie que vous n'avez pas entendu les petits oiseaux. Et pourtant, je peux vous garantir que les oiseaux étaient encore là. Ainsi, un son trop fort peut en masquer un autre. C'est ça l'effet de masque. Là, je vous ai donné un exemple, mais il existe bien sûr bien d'autres effets. Bon, donc Brandenburg a utilisé la psychoacoustique pour retirer certains sons qu'il considère comme inaudibles et ainsi réduire la taille des fichiers sonores. Et c'est tout? Alors déjà qu'on se mette d'accord, c'est une idée absolument géniale, parce que ça veut dire qu'on ne va stocker que des données que l'oreille est capable d'entendre. Ensuite, son travail est loin d'être terminé, si bien que les normes MP3 ont continué d'évoluer jusqu'il y a peu grâce au progrès de la psychoacoustique. Mais en plus de ça, pour que le modèle psychoacoustique puisse fonctionner, il faut que le son soit décomposé en bandes de fréquences. De la même manière que je peux filtrer ma voix pour ne laisser passer que les graves, les médiums et les aigus, le MP3 va saucissonner une musique en 32 bandes de fréquences. Le problème, c'est que ce traitement, que l'on appelle transformé de Fourier, demande beaucoup de puissance de calcul. Or, à l'époque où Brandenburg a commencé à travailler sur le sujet, les ordinateurs étaient encore assez primitifs et leur puissance assez dérisoire. Il a donc fallu ruser. Pour ça, Brandenburg a utilisé un algorithme très utilisé aujourd'hui, la FFT pour Fast Fourier Transform. Comme son nom l'indique, c'est un algorithme qui fait cette opération de transformer le Fourier rapidement. Ainsi, pour un temps de calcul minimisé, il a pu utiliser ces modèles psychoacoustiques et réduire la taille des fichiers musicaux.
Autre astuce pour minimiser encore plus la taille des fichiers, le codage de Huffman. C'est une méthode de compression très astucieuse proposée par David Albert Huffman en 1952. Elle est aujourd'hui utilisée presque partout, que ce soit pour les MP3, les vidéos, les fichiers zip. Bref, qu'on se le dise, c'était plutôt une bonne idée. Le principe de base, c'est de coder les caractères qui apparaissent le plus souvent avec des codes les plus courts possibles. Par exemple, imaginons que l'on souhaite réduire la taille d'un fichier texte en français. Le E étant la lettre la plus utilisée en français, on va l'associer à un code très court. 0 par exemple. Inversement, si on prend le Z, qui est très peu utilisé en français, on peut le coder par 1100000101 par exemple. Et si on fait ça avec toutes les lettres de l'alphabet, on va se retrouver avec ce genre de tableau. À chaque lettre correspond une fréquence d'apparition et un code de Huffman. Et c'est quoi la colonne manquante au milieu là? C'est la manière dont sont codées habituellement les lettres, le codage ASCII. Et là, vous pouvez voir que peu importe qu'il s'agisse d'un E ou d'un Z, la longueur du code est la même. Pour illustrer tout ça, imaginez que je souhaite stocker le mot Ad Astra. Avec un codage ASCII classique, il me faudra 8 bits, soit 8, 0 ou 1 par caractère, soit 56 bits au total. Avec un codage de Huffman, on peut arriver à stocker ce même mot en seulement 15 bits, soit presque 4 fois moins. Là, je vous ai montré un exemple avec du texte, mais le principe peut aussi s'appliquer aux sons, aux images, aux vidéos. Ainsi, Brandenburg a utilisé cette technique pour réduire encore plus la taille des fichiers. Si maintenant on stocke des fichiers stéréo, il y aura sans doute des similitudes entre la voix gauche et la voix droite. Notre cher Karl Heinz, toujours dans les bons coups, s'est dit « Pourquoi ne pas profiter de cette redondance pour économiser encore de la place ?» Bon, au final, on a vu que le MP3 c'est surtout une addition d'astuces. Mais in fine, c'est quoi exactement le MP3? Alors déjà, pour être précis, c'est juste une abréviation pour MPEG 1.2 Audio Layer 3. MPEG étant lui-même une abréviation pour, désolé pour l'anglais, Moving Pictures Experts Group. Je pense que l'on est tous d'accord pour dire que MP3, ça sonne quand même carrément mieux. Ensuite, de manière simplifiée, le MP3, c'est un ensemble de normes qui permettent de passer d'un fichier audio non compressé à un fichier audio compressé avec perte. Ces normes, on peut les voir comme une sorte de mode d'emploi, ce qui signifie que chacun peut coder son MP3 à sa façon. Le code est plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Ainsi, tous les encodeurs MP3 et tous les lecteurs MP3 ne se valent pas. Par exemple, si vous avez converti un même CD en MP3 avec VLC ou avec Windows Media Player, il est possible que vous obteniez deux résultats différents. Mais pour citer Brandenburg, bien que la description du décodeur ne soit pas d'une précision absolue, c'est-à-dire que certaines parties sont définies via des formules qui permettent différentes méthodes d'implémentation, la description est faite de telle manière à ce qu'il n'y ait aucune différence audible entre deux décodeurs conformes aux normes. En clair, si les personnes qui ont codé les deux lecteurs MP3 dont j'ai parlé précédemment ont toutes deux respecté les normes décrites, il devrait être impossible d'entendre une différence. Alors autant c'est vrai pour la lecture du fichier MP3, autant c'est beaucoup moins vrai pour la partie encodage, c'est-à-dire quand on cherche à passer d'un fichier non compressé à un fichier compressé MP3. En effet, les normes laissent beaucoup plus de marge de manœuvre au niveau de la partie encodage, à tel point qu'il est même possible de se passer complètement de modèles psychoacoustiques au niveau de cette partie. Tiens d'ailleurs, quitte à parler des normes, sachez que jusqu'au 23 avril 2017, tout constructeur de lecteur MP3 avait l'obligation de payer des royalties à l'Institut Fraunhofer où Brandenburg a effectué sa thèse. Prenons maintenant un peu de hauteur et regardons comment fonctionne un lecteur MP3 qui respecte les normes imposées par l'Institut Fraunhofer. Ah oui, ça pique les yeux. Mais normalement, avec ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, vous devriez reconnaître les briques de base, à savoir le filtre 32 bandes, la FFT, le modèle psychoacoustique et le codage de Huffman. Bon, on vient de voir comment le MP3 fonctionne, mais on n'a pas parlé de performance. Alors, en termes de taille, c'est excellent. On peut facilement réduire la taille d'un fichier issu d'un CD non compressé par 10 sans dégradation audible de qualité. Alors, je vais être honnête tout de suite, le sans perte audible de qualité, c'est du copier-coller Brandenburg. Mais depuis ces dernières années, de plus en plus de gens s'élèvent contre le MP3 en disant que l'on perd vraiment en qualité d'écoute par rapport à un fichier non compressé, comme ceux que l'on trouve sur nos bons vieux CD. D'ailleurs, certains cherchent à prouver que le MP3 est mauvais
en faisant des analyses fréquentielles d'un fichier non compressé et en les comparant à une analyse fréquentielle du même fichier mais compressé en MP3. Sauf qu'avec tout ce que je vous ai raconté avant, et surtout en sachant l'importance des modèles psychoacoustiques, vous devez vous rendre compte que ce genre d'analyse n'a aucun sens. D'ailleurs, pour citer Brandenburg dans un de ses papiers, les personnes qui continuent de réaliser ces mesures ne montrent qu'une chose, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais alors, comment juger de la qualité de la compression? Eh bien, c'est une question vraiment épineuse. Alors, concernant le MP3, comme il se concentre sur la perception humaine, on ne peut l'évaluer que par des tests auditifs sur des cobayes. Bon, vous l'aurez compris, juger le MP3 au niveau de la qualité qu'il propose, c'est difficile. Mais au final, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les fichiers MP3 et des fichiers non compressés? Réponse courte, oui. Réponse longue, il y a une différence, mais il y a peu de chances que vous l'entendiez un jour. En effet, avec du matériel audio entrée de gamme, il vous sera très difficile de décerner un fichier compressé d'un fichier non compressé. Mais avec du bon matériel et un entraînement adéquat, la différence peut commencer à se faire sentir. Mais honnêtement, si vous faites comme moi et que vous écoutez principalement de la musique dans les transports ou en travaillant, il est assez peu probable que vous entendiez une différence entre un contenu MP3 et un contenu non compressé. D'ailleurs, si vous voulez savoir si vous êtes capable de discerner un fichier compressé d'un fichier non compressé, je vous conseille de faire vous-même le test en cliquant sur le lien que je vous laisse dans la description. Vous pourrez y entendre différents morceaux avec pour chacun un MP3 en 128 kbps par seconde, un MP3 en 320 kbps par seconde et un fichier non compressé. Bon, si vous avez fait le test, vous avez normalement dû écouter le morceau Tom's Dinner de Suzanne Vega. Eh bien, sachez que la norme du MP3 a été énormément travaillée pour optimiser ce morceau en particulier. En effet, quand Brandenburg et son équipe ont commencé à optimiser le MP3, la plupart des styles de musique donnaient une qualité correcte. Mais les voix passaient toujours plus difficilement. Alors avec une chanson a cappella comme celle de Suzanne Vega, vous imaginez tout de suite les difficultés que cela représente. Brandenburg dira au sujet de cette chanson qu'il a dû l'écouter entre 500 et 1000 fois le temps de faire tous ces tests et d'optimiser ses algorithmes. Bon, on a parlé de qualité, mais qu'est-ce qui a rendu le MP3 si présent dans le monde musical aujourd'hui? Eh bien, c'est une combinaison de beaucoup de choses. D'abord, il est arrivé au moment où Internet commençait à se développer et le téléchargement illégal avec. En plus de ça, c'est un algorithme assez flexible, qui nécessite assez peu de puissance de calcul, ce qui permettait de l'intégrer dans des baladeurs MP3 avec des processeurs très peu puissants. Bref, une norme bien pensée, qui est arrivée au bon moment, et énormément d'autres raisons qui ont fait que ces 3 caractères ont tout ravagé sur leur passage. Mais depuis, on n'a pas fait mieux? Oh que si, et ça fait longtemps en plus. En effet, alors que le nom du MP3 n'a été défini qu'en 1995, Brandenburg, encore lui, a annoncé en 1997 un nouveau compétiteur plus performant que le MP3, le AAC, pour Advanced Audio Coding. Le principe de fonctionnement est encore plus complexe à expliquer que le MP3, et pour vous le prouver, voilà le schéma de fonctionnement d'un encodage AAC. Pour ceux qui n'ont pas eu de crise cardiaque, petit aperçu des performances de ce codec. Le gain d'espace par rapport au MP3 est en général de quelques dizaines de pourcents, pour une qualité audio bien supérieure. Alors pourquoi j'ai que des MP3 sur mon ordi alors? Bonne question, et il n'y a pas vraiment de raison en fait. Disons que le MP3 est sorti quelques années avant le AAC, ce qui a laissé un peu trop d'avance au MP3. Et depuis, le AAC, qui selon moi aurait dû gagner la course, est toujours resté derrière. Mais aujourd'hui, nous disposons tous de cartes son de bonne qualité et de processeurs ultra performants, y compris dans nos téléphones. Nous nous devons donc de lutter contre le format vieillissant du MP3, qui a été abandonné même par ses inventeurs il y a bien longtemps au profit d'autres formats. Bon, vous l'aurez compris, je ne porte pas le MP3 dans mon cœur. Et pourtant, je continue à l'utiliser énormément parce que je trouve que la qualité sonore reste amplement suffisante pour beaucoup de situations. Mais lorsque je souhaite vraiment écouter de la musique, là je préfère me tourner soit vers des formats sans perte de données, soit avec perte de données, mais mieux optimisés que le MP3, comme le AAC par exemple. Je viens de vous parler de formats sans perte de données, mais qu'est-ce qu'on y trouve dans cette catégorie? Eh bien, plein de choses. Mais je ne vais pas vous faire toute la liste, ça prendrait des heures. Non, je vais me contenter d'en présenter 2. Le premier, assez connu maintenant, c'est le FLAC, pour Free Lossless Audio Codec. Comme son nom l'indique, c'est sans perte.
Mais le son est compressé quand même, de la même manière qu'un fichier zip réduit la taille des fichiers sans perte de données. Passons à un autre format de fichier cette fois beaucoup moins connu, le DSD pour Direct Stream Digital. Pour comprendre ce que c'est dans le détail, il va d'abord falloir expliquer comment sont stockées des données sur un CD. Imaginez que je joue de la flûte et que le signal analogique correspondant soit celui-ci. On ne peut pas stocker un fichier comme celui-ci sur un ordinateur puisque l'ordinateur ne peut comprendre que des 0 et des 1. Il va donc falloir le découper, le saucissonner en petits morceaux. La quasi-intégralité des fichiers audio est enregistrée de cette façon et c'est seulement après cette étape de saucissonnage que le fichier peut être compressé sous forme de MP3 ou de FLAC par exemple. Les plus curieux d'entre vous vont sans doute se demander en combien de morceaux je vais découper ma musique. C'est une excellente question qui n'a malheureusement pas qu'une seule réponse, mais il existe quand même des standards. Par exemple, pour un CD, on va en général découper la musique en 44 100 morceaux par seconde. Pourquoi ce chiffre ? Eh bien, il se trouve que l'oreille peut entendre des sons jusqu'à 20 kHz environ. Or, il existe une règle en physique qui stipule que pour découper correctement un signal, il faut le faire avec une fréquence au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale à enregistrer. On appelle ça le critère de Shannon. Pour revenir à nos oreilles, on peut entendre jusqu'à 20 kHz environ. En appliquant le théorème de Shannon, on trouve que pour un signal audio, il suffit d'échantillonner jusqu'à 40 kHz et j'aurai nécessairement une reproduction fidèle de mon signal d'origine. Alors sur le principe c'est vrai, mais dans la vraie vie il y a toujours des contraintes techniques. Et des contraintes techniques liées à de l'électronique mêlée à des petites guerres entre constructeurs ont fait qu'au lieu d'échantillonner à 40 kHz, la plupart des morceaux que l'on écoute aujourd'hui sont découpés 44 100 fois par seconde ou 48 000 fois par seconde. Bon, c'est très bien tout ça, mais maintenant qu'on a découpé notre morceau dans le temps, il faut bien le découper aussi au niveau de l'intensité, non ? Tout à fait, et c'est le rôle de la quantification. Là encore, on peut se demander en combien de morceaux il est utile de découper. Pour reprendre l'exemple du CD, on découpe en 65 536 morceaux. D'où vient ce chiffre barbare ? Eh bien, 65 536, c'est 2 puissance 16. C'est-à-dire que notre signal est stocké sur 16 bits. En d'autres termes, à chaque étape de découpage du signal, il y a une suite de 16 0 et 1 qui code pour l'intensité du signal. Pourquoi on ne stocke pas sur plus de bits ? On aurait un son de meilleure qualité, non ? Ah mais tout à fait ! D'ailleurs, c'est exactement ce que propose le iRes 24 bits qui va stocker chaque signal non pas sur 16 bits, mais sur 24 bits. Après, je vais être honnête, c'est comme pour le MP3. Pour une oreille non entraînée avec du matériel d'entrée de gamme, la différence entre une musique codée en 16 bits et une musique codée en 24 bits est assez faible. Et beaucoup n'entendront jamais la différence. Mais le 24 bits est un marché à part entière qui tend même à pas mal se développer ces dernières années, à tel point que certaines entreprises comme Qobuz se sont spécialisées dans ce domaine. Bon, on a vu que plus le nombre de bits sur lesquels on stocke les données est important, plus la qualité sonore sera importante. Alors, imaginez ce que ça donne sur un seul bit. C'est-à-dire, soit on a du signal, soit pas de signal. A priori, on doit se dire que ça doit être horrible. Mais imaginez qu'au lieu de découper notre signal 44 000 fois par seconde, on le découpe 64 fois plus vite, c'est-à-dire à 2,8 MHz. Oui, vous avez bien entendu, 2,8 millions de découpages par seconde. Et pour imaginer un peu plus, c'est comme si au lieu de découper vos tranches de saucisson à vitesse normale avec une épaisseur de quelques millimètres, vous le coupiez 64 fois plus vite en faisant des tranches de l'épaisseur d'un cheveu. Bon, ok, donc t'échantillonnes super vite. Mais concrètement, ça change quoi ? Eh ben tout justement, puisque les performances sont juste hallucinantes quand on les compare à un CD ou à un fichier MP3. Bon, bien sûr, il y a quelques inconvénients. Déjà, c'est très lourd. À raison de 5,5 mégabits par seconde, voire 10 mégabits par seconde, contre 0,3 mégabits par seconde environ pour les meilleurs MP3, on arrive vite à des tailles de fichiers assez délirantes. En plus de ça, il faut une électronique très spécifique pour lire de tels fichiers. Heureusement, ces dernières années, de plus en plus de gens s'intéressent à l'hi-fi et les baladeurs intégrant cette technologie sont de plus en plus courants pour le plus grand bonheur de nos oreilles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai malheureusement pas pu parler de tout ce dont je souhaitais, sinon la vidéo aurait fait 50 000 ans. Si vous voulez en savoir un peu plus, notamment sur les phénomènes d'échantillonnage, sur les problèmes d'électronique, les formats audio en pleine expansion aujourd'hui, je vous invite à faire un tour sur mon site internet, lien en description.
N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à laisser un pouce en l'air afin que plus de gens comprennent ce qu'est vraiment le MP3.